Bonjour à tous. D'abord, merci à Caroline et Bernard pour cette académie d'été, pour la 5e académie d'été. Et pardonnez-moi mon français qui c'est de plus en plus déterritorialisé. Mais je commence et je vais lire, mais les textes, vous l'avez déjà. Donc, alors, en sautant l'obstacle, hypothèse d'un nihilisme athlétique. Depuis de la misère symbolique 1 et mécréance et discrédit 1, Bernard Stiegler a essayé de comprendre le devenir technologique des sociétés industrielles comme le déploiement progressif et l'aboutissement de ce que Nietzsche avait appelé le nihilisme. Et il l'a fait en s'appuyant sur cette sorte de prophétie nietzschéenne qui disait, je cite, « Ce que je raconte, c'est l'histoire des 2 prochains siècles. Je décris ce qui viendra, ce qui ne peut manquer de venir, l'avènement du nihilisme. » Fin citation. Ressentiment, réactivité, grégarité, misère symbolique, décadence sociale sont alors les symptômes à l'ordre du jour dans les sociétés hyper-industrielles qui actualisent cette prophétie. Par suite, une dizaine d'années plus tard, avec la société automatique 1, Stiegler nous invite à penser les mal-être algorithmiques qui caractérisent le capitalisme devenu intégralement computationnel comme l'accomplissement du nihilisme, tout comme l'anthropocène qui représenterait l'ère géologique en quoi consiste la dévaluation de toutes les valeurs. Cependant, le diagnostic stieglerien, qui n'est pas symptomatologique sans être aussi et même d'abord pharmacologique, en poursuivant avec d'autres moyens la pensée nietzschéenne, d'autres moyens que Nietzsche, considère l'accomplissement du nihilisme comme ceux qui rendent possible la pensée d'une transmutation ou d'une transvaluation d'ordre épocal. Cela veut dire qu'au moment même où l'homme, voire le dernier homme de Nietzsche, à savoir l'homme européen ou occidental, est confronté au risque de perdre tous ses savoirs et même de disparaître lui-même, c'est avec la pensée nietzschéenne qu'après l'événement anthropocène, comme âge du capitalisme planétarisé, il faut activer et affirmer une nouvelle transvaluation qui transforme les devenirs entropiques du social et de la Terre en avenir néganthropique et qui permet donc de penser l'avènement du néganthropocène. Stiegler poursuit le discours nietzschéen par d'autres moyens que Nietzsche, c'est-à-dire avec une pensée de la technique qui à la fois découvre et produit un stade nouveau du nihilisme européen, plus proche du bouddhisme, donc plus passif que celui des derniers Roms européens, encore réactif. Il est passif parce que la volonté humaine semble vouloir disparaître, tant sous sa forme cosmique que sous sa forme sociale. Mais la technique ne découvre et ne produit pas ce stade du nihilisme sans donner les moyens pour en penser un détour, c'est-à-dire la possibilité de vivre autrement, en affirmant une volonté différente. Ce qui chez Nietzsche devrait être l'affirmation d'un nihilisme actif, expression des valeurs vitales, avec la pensée pharmacologique devient un nihilisme athlétique, dans la mesure où, pour se constituer, il est obligé de sauter les obstacles érigés par lui-même. Expliquer comment cela se donne et surtout qui ou quoi peut développer cette forme athlétique du nihilisme sera le but majeur de cette conférence, même s'il ne sera qu'une hypothèse. Comme nous le verrons, tout cela est lié à la pensée de Gaston Bachelard, pour 2 raisons, dont la deuxième, face à l'aboutissement du nihilisme comme anthropocène et gouvernementalité algorithmique, peut expliquer la première. D'abord, et bien évidemment, la première raison est la notion d'obstacle épistémologique, qui empêche de penser et de critiquer. C'est seulement en sautant l'obstacle formé par un savoir constitué qu'il devient possible de dénier une théorie précédente, d'installer un non et de différencier ou de faire bifurquer l'événement qui est en train de se manifester, en ce cas l'anthropocène, la gouvernementalité algorithmique ou l'idéologie des big data. La deuxième raison concerne la phénoménotechnique, à savoir la notion que Bachelard a développée pour rendre compte du rapport technologique à la base de tout savoir. Pour les philosophes de la rêverie, dans la science comme dans la littérature, il n'y a jamais de données pures, expression de l'immédiateté du réel,
mais chaque phénomène est le résultat d'un processus de transformation et de production, où la connaissance, je cite, où la connaissance doit reconstituer de toutes pièces ces phénomènes sur le plan retrouvé par l'esprit, en écartant les parasites, les perturbations, les mélanges, les impuretés qui foisonnent dans les phénomènes bruts et désordonnés. Fin de citation. Aujourd'hui, l'effet d'ignorer l'activité épistémologique de la phénoménotechnique conduit à épouser l'idéologie des big data, laquelle veut faire croire dans l'immédiateté des données scientifiques soumises au processus corrélativiste et dans la neutralité des données personnelles capturées par le web et exploitées par le capitalisme computationnel. Mais la notion de phénoménotechnique, si elle est conçue comme une écriture en général, l'écriture étant la première forme des phénoménotechniques, est fondamentale aussi pour comprendre que le nihilisme lui-même est l'un de ses produits, et même l'un des plus sublimes. Pour cette raison, d'ailleurs, on peut affirmer que l'anthropocène et la gouvernementalité algorithmique représentent l'accomplissement du nihilisme, pas seulement parce qu'il annihile la vie et la volonté, mais aussi et d'abord parce que les technologies qui les produisent montrent depuis toujours les nihil de l'homme, c'est-à-dire sa propre non-essence, son défaut, qui a toujours requis un devenir technique et un système de soins adéquat à contraster l'entropie produite par ce devenir lui-même. Faute de ce système de soins, le devenir technique aujourd'hui risque de conduire l'être humain à ne plus être, à disparaître. Il y a un lien strict entre l'anthropocène, qui définit l'homme en tant que facteur géologique désormais capable de détruire à la fois intégralement son bios, tout aussi bien que le géos lui-même, et les nouveaux stades du capitalisme devenu computationnel. Ce lien est l'entropie, à la fois comme entropie physique, thermodynamique, et comme entropie sociale. Loin de les distinguer, pour Stigler, la question semble être celle de trouver les auteurs qui peuvent tisser les mailles de leur armure. C'est pourquoi la présence d'un penseur cosmologique comme Whitehead est de plus en plus importante dans les derniers travaux de Bernard. Néanmoins, la source de lien fondamental entre l'anthropocène et le capitalisme computationnel, à savoir l'entropie, est déjà à l'intérieur de l'organologie générale et elle se concrétise dans l'apparition de la machine à vapeur en tant qu'événement thermodynamique majeur qui conduit à une transformation sans précédent qui n'est pas épistémologique sans être aussi et à la fois géologique et sociale. C'est là parce que la machine à vapeur n'est pas entropique seulement au niveau de la thermodynamique, en impliquant toujours une dissipation d'énergie et en inaugurant le problème de la pollution industrielle. Elle, la machine à vapeur, est aussi à la base de l'entropie sociale, car tout au long des 250 ans d'industrialisation, issus de cet événement majeur, on aura progressivement dupliqué les savoir-faire des travailleurs manuels en les transformant en information, et on aura ensuite dissipé toute forme de savoir, y compris celle théorique et les savoir-vivre, en les canalisant dans les protocoles informatiques. Or, si Stigler nous indique que le sens philosophique de cette entropie sociale peut être retrouvé au carrefour de la décadence nietzschéenne et de la prolétarisation de Marx, qui envisage la question de la valeur, il nous dit aussi que dans ce carrefour, il y a la technique comme rétention tertiaire et comme condition pharmacologique. Dans ce sens-là, le nihilisme caractéristique du capitalisme computationnel peut être pensé comme une organologie négative de la volonté, où les rapports entre les organes psychiques, techniques et sociaux ont tourné vers l'anéantissement des valeurs sociales elles-mêmes, comme le désir, l'amitié, la responsabilité, les soins envers les autres, dans une époque où le social est intégralement canalisé par le social networking. C'est pourquoi les réseaux numériques sociaux canalisent progressivement les activités et les expressions sociales des individus en les modulant par l'intermédiaire des protocoles standardisés et obligatoires, auxquels, cependant, les individus psychiques adhèrent volontairement parce qu'ils sont attirés pulsionnellement par l'effet des réseaux.
Cet effet dans la gouvernementalité algorithmique devient en effet automatiquement grégaire. En ce sens-là, le traitement automatique des données personnelles issues des réseaux sociaux consiste à court-circuiter toute singularité qui pourrait se former au niveau de l'individu collectif, singularité collective qui constitue la différenciation idiomatique, laquelle est la condition de toute signification comme de tout sens, et à transformer les singularités individuelles en particularités individuelles. À la différence du singulier, qui est incomparable, le particulier est calculable, c'est-à-dire manipulable et soluble dans ces manipulations. La citation est de la société automatique. Si l'amitié, à l'âge de Facebook et des réseaux sociaux, est fondée sur les particuliers et non sur les singuliers, et modulée par des traitements automatiques des données personnelles, il en résulte évidemment l'impossibilité de développer cette forme d'amitié stellaire, à la fois polémique et respectueuse, dont parlait Nietzsche dans Les Gais Savoirs, et que Derrida avait présenté comme le seul modèle d'amitié traînant son idée de démocratie à venir dans Politique de l'amitié. Il s'agissait d'une amitié dans la différence, c'est-à-dire l'amitié de la différence. Cependant, ça n'est qu'un détail dans le processus d'annihilation de la volonté mené par la gouvernementalité algorithmique. Pour Bernard, il s'agit aussi d'une annihilation de la promesse du web, une promesse concernant la démocratie, la socialisation et le développement de toute forme de savoir. Mais d'un point de vue que l'on nommera post-Nietzschéen ou non-Nietzschéen à la Bachelard, il s'agit plus en profondeur de l'annihilation de la faculté de promettre en tant que telle, comme l'Anthropocène la révèle sur le plan le plus général, c'est-à-dire la négation des conditions les plus élémentaires permettant de garantir et donc de promettre un avenir soutenable et donc un avenir, de promettre un avenir aux nouvelles générations. Afin de comprendre comment cet anéantissement de la faculté de promettre dépend de l'anéantissement de l'organologie de la volonté, j'essayerai de traiter les résultats des analyses menées par Antoinette Rouvroy et Thomas Baird autant que des symptômes du nihilisme, symptômes qui pouvaient être encadrés philologiquement dans la lecture que Deleuze donne du nihilisme nietzschéen, notamment en Nietzsche et la philosophie. Et par là, il devient possible de montrer comment la gouvernementalité algorithmique et les big data pouvaient être lus en tant qu'expression de forces réactives et immanentisation des idéaux ascétiques. Pour Thomas Baird et Antoinette Rouvroy, la gouvernementalité algorithmique consiste dans une nouvelle forme de gouvernance, ayant pour but d'anticiper, de moduler et de sélectionner les actions et les désirs des individus. Cela est censé advenir à travers toute forme de profilage des utilisateurs, tout aussi bien que par l'intermédiaire du travail de surveillance des données et des métadonnées dans une dimension globale, fournie par l'immense quantité de sources en quoi consistent les réseaux numériques. L'élément choquant, d'un point de vue philosophique et moral notamment, dans le sens de Nietzsche, relève du fait que la gouvernementalité algorithmique ne s'intéresse plus au sujet, mais à des agrégats temporels des données, c'est-à-dire à des traces infra-individuelles. À la limite, le seul sujet dont la gouvernementalité algorithmique a besoin pour Baird et Rouvroy, et je cite, est un corps statistique super individuel et constamment reconfiguré, qui ramène avec soi une sorte de mémoire du futur. Fin de citation. Mémoire du futur pour assurer des comportements précis ou pour minimiser les expressions qui ne conviennent pas aux lois du marché. Autrement dit, le but majeur de la gouvernementalité algorithmique est d'anticiper et d'encadrer d'avance les futurs. Et en faisant cela, je cite, elle dérobe aux êtres humains leurs facultés fondamentales,
à savoir leur capacité d'émerger comme sujet individuel et collectif. Cela semble réaliser les buts majeurs de ce que Nietzsche avait appelé les forces réactives, dont Deleuze a donné une description claire. En effet, tout comme les forces réactives, la gouvernementalité algorithmique sépare les sujets de leur habilité à faire ou ne pas faire les choses qui devraient précisément les caractériser en tant que sujets, comme se comporter, désirer, vouloir et donc vivre activement. Je cite. Les forces réactives, même en s'unissant, ne composent pas une force plus grande qui serait active. Elles procèdent tout autrement. Elles décomposent. Elles séparent la force active de ce qu'elle peut. Elles soustraient de la force active une partie ou presque tout de son pouvoir. Et par là, elles ne deviennent pas actives, mais au contraire font que la force active les rejoint, devient-elle même réactive en nouveau sens. Nietzsche consacrera tout un livre à l'analyse des figures du triomphe réactif dans le monde humain, les ressentiments, les mauvaises consciences, l'idéal ascétique. Dans chaque cas, il montrera que les forces réactives ne triomphent pas en composant une force supérieure, mais en séparant la force active. Et dans chaque cas, cette séparation repose sur une fiction, sur une mystification ou falsification. C'est la volonté d'un homme qui développe l'image négative et renversée. C'est elle qui fait la soustraction. La force active est séparée de ce qu'elle peut par une fiction. De plus, à la différence d'il y a 10 ans, l'usager du web n'est pas seulement grégaire ou symboliquement prolétarisé. Il semble être devenu pour le monde adaptatif, mais non plus simplement aux autres, adaptatif aux autres, mais à soi-même, c'est-à-dire à ses choix d'achat, et en général à toute son activité passée, en un mot, à son profilage. Loin d'être une expression de force pour l'individu ou le sujet, s'adapter à soi-même, à savoir répéter toujours les mêmes et donc se répéter, semble être plutôt proche de ce que Simondon appelait une perte d'individuation. De ce point de vue, l'individu, qui ne peut plus se subjectiver, à savoir s'individuer, devient individuel, selon la définition donnée par Deleuze et Guattari. En particulier, l'individuel est le concept qui décrit les résultats d'un procès de modulation numérique de la vie sociale et affective à l'intérieur des sociétés de contrôle, où les individus ne deviennent rien d'autre que, et je vais citer Rouvroy, des entités indexables et profilables dans une économie de la réputation qui se développe en temps réel. Fin de citation. Ce qui peut être décrit comme un symptôme de l'annihilation du sujet, à savoir l'individuel, relève aussi de l'activité mystificatrice et falsificatrice du social networking, décrite par Stigler comme une transindividuation. La gouvernementalité algorithmique n'a pas plus besoin de signification que des individus psychiques et des individus collectifs à travers lesquels et par l'individuation desquels cette gouvernementalité algorithmique ne se constitue qu'en les dividuant. C'est en cela que la transindividuation automatique n'est plus ce qui produit du transindividuel, mais du transdividuel, à travers une dividuation qui est le trait spécifique émergeant dans les sociétés de contrôle et s'imposant comme la normativité des sociétés d'hypercontrôle. Fin de citation. Il y a d'ailleurs un autre élément de mystification et de falsification réactive à l'œuvre dans la gouvernementalité algorithmique et notamment dans ce que Berne et Rouvroy appellent le data behaviorism, et c'est le rapport avec le réel. Le data behaviorism étant une idéologie technique qui ambitionne, je cite, de capter et d'écrire le monde sans aucune médiation hors intercession, soit-elle institutionnelle, politique, symbolique, linguistique, elle est critiquée par Rouvroy d'un point de vue phénoménotechnique, notamment quand elle affirme les données dans leur prolifération, effectivement, ne sont pas données. On l'entend à profusion.
les données sont travaillées, triées, etc. Il y a bien un travail extrêmement sophistiqué de production des données, y compris des données brutes, qui dans l'idéologie des big data paraissent des émanations spontanées de la nature. Il existe un vrai travail de data scientists autour du nettoyage des données, du tri. Ce nettoyage est, à mon avis, essentiellement une opération de purification dans laquelle les données sont expurgées de tout ce qui fait leur contexte. Fin citation. Et si, comme Rouval l'affirme, les gouvernements algorithmiques créent une réalité au moins autant qu'ils l'enregistrent, cette réalité semble être nihiliste de part à part. Finalement, cette idéologie sépare les sujets de leur capacité de créer des évaluations, donc des valeurs tout aussi bien que des critiques à propos du monde et de leur vie dans le monde. Encore avec Nietzsche, on pourrait considérer cette fiction d'un monde tout à fait saisissable, sans aucune médiation, comme la fiction qui déprécie et dévalorise la vie même des sujets dans leur faculté active de bifurquer, c'est-à-dire d'interpréter ce qui leur arrive. Et nous pouvons trouver ce discours sur la fiction dans l'Antichrist, dans les premières pages de l'Antichrist. Retournons-nous pourtant sur la modalité propre à la gouvernementalité algorithmique d'occuper en avance les futurs des individus par l'intermédiaire des pulsions, préférences et habitudes tracées et modulées dans leur profilage. Dans cette programmation du futur à travers des traces, qui est donc d'abord une programmatisation, c'est la volonté du présent vivant qui semble être totalement annihilée, dans une organologie de la volonté dont les rapports entre les organes sont de plus en plus calculés et rendus calculables en suivant la tendance que Rouvra appelle de mise en nombre de la vie. Face à cette anticipation du futur qui dénie la volonté du présent dans le présent, on semble alors légitimé de se référer aux idéaux ascétiques, c'est-à-dire à l'expression de la volonté du néant réalisée par les forces réactives, par lesquelles la vie doit se contredire, se dénier, s'annihiler. Ce qui est tendanciellement contredit, dénié et annihilé semble être la volonté des individus de prendre des décisions incalculables, improvisées, c'est-à-dire non programmées en avance quant à leur propre vie. En revanche, la tendance semble être plutôt une sorte de sécurisation du soi, et non plus un gouvernement de soi comme élément du processus d'individuation psychique et collective. Sécurisation qui a pour but de ne pas commettre des erreurs futures dans sa vie personnelle et sociale, et qui vient par l'intermédiaire du quantitative self, c'est-à-dire des traces laissées par l'usager et modulées par des algorithmes. Les traces du passé déterminent à travers les algorithmes les choix futurs, en sautant ou en surdéterminant la volonté du présent, la seule qui pourrait être encore imprévisible. L'ascétisme d'aujourd'hui, loin de viser une vie au-delà, semble alors consister dans cette sécurisation de la vie terrestre, qui épure la volonté de l'individu de tout ce qui peut être incalculable. Si c'est en cela que l'on peut parler d'une dévaluation de toutes les valeurs vitales, car la vie future est déjà programmée en étant pré-grammatisée, il faut aussi remarquer une espèce d'anomalie ou de paradoxe dans la réalisation actuelle des idéaux ascétiques, dans la mesure où ces dernières s'instaurent dans la vie des individus en faisant signe vers cette vie même et non plus vers une vie au-delà, c'est-à-dire vers la vie éternelle. Nous assistons donc à une sorte d'épuisement du sens de la généalogie de la morale. D'abord, puisque les idées ascétiques véhiculées par les data behaviorisme ne sont plus transcendantes, dans la mesure où ils deviennent immanents à la vie terrestre des individus, en renonçant donc à la promesse d'une vie future, éternelle et super-terrestre. En deuxième lieu, et cela relève des analyses de Bernard déjà remarquées, c'est la faculté de promettre en tant que telle qui semble être annihilée, en décrivant ainsi une parabole paradoxale de ce que Nietzsche avait appelé les mnémotechniques.
Les mnémotechniques, nées et conçues pour construire dans l'homme, à travers la violence des signes et des traces brutales, une mémoire capable d'orienter ses comportements futurs et donc de promettre, au long de l'histoire et des processus d'extériorisation de la mémoire elle-même, les mnémotechniques auront conduit, dans leur stade numérique actuel, à une désorientation généralisée de la volonté totalement immanentisée qui ne peut plus promettre à la lettre rien. Comme nous venons de le voir, l'anthropocène et la gouvernementalité algorithmique peuvent être conçus même d'un point de vue philologique comme l'aboutissement du nihilisme, au moins si on se tient au Nietzsche de Deleuze. Il s'agit alors de comprendre de quel nihilisme on est en train de parler. Il s'agit aussi de distinguer l'événement anthropocène du nihilisme proprement dit, car le nihilisme, pour Nietzsche, n'est pas un événement, mais l'histoire de ce qu'il appelle l'humanité. Cela ne veut pas dire que Nietzsche est essentiellement pessimiste, parce que ce n'est qu'en puisant cette histoire nihiliste jusqu'à sa fin qu'on peut la renverser, c'est-à-dire qu'on peut effectuer la transvaluation de toutes les valeurs. Du point de vue pharmacologique, je crois qu'on peut considérer fondamentale cette différence entre histoire et événement. Et si la différence ne semble pas du tout évidente, il faudrait la faire. C'est là parce que, pour ce qui concerne l'anthropocène, il semble absurde et insoutenable de pousser jusqu'à son aboutissement et même d'accélérer un procès ravageur qui n'est pas humain sans être géologique, afin de le renverser. En revanche, dire que c'est un événement à lieu d'une histoire est une affirmation stratégique et performative dans la mesure où cela nous mène, même violemment, à transformer notre volonté à la manière de Derrida et de Deleuze et nous pose immédiatement dans la responsabilité de vivre autrement, c'est-à-dire de penser différemment pour vivre autrement. Pour le dire avec Deleuze, cela signifie trouver la façon de contre-effectuer cet événement et donc d'y produire une bifurcation. Et c'est en considérant l'anthropocène comme un événement qu'on peut continuer la confrontation philologique avec le Nietzsche de Deleuze, qui fait de la contre-effectuation par l'intermédiaire de Zarathustra son propre geste pour vaincre le nihilisme. C'est pourquoi de grands événements est le titre du deuxième chapitre de Ainsi parlait Zarathustra. Or, Bonneuil et Fresso ont décrit l'anthropocène comme un événement, en donnant des motivations claires pour le définir ainsi, parmi lesquelles la façon performative dans laquelle il a été présenté par Paul Crutzen dans l'année 2000, la violence avec laquelle il nous désoriente et la coïncidence des divers processus qui l'ont fait surgir. Voilà trois composants fondamentaux d'un événement. Cela nous permet de considérer l'anthropocène comme un événement nihiliste et de l'agencer à la lecture que Deleuze donne de Ainsi parlait Zarathustra, notamment du deuxième chapitre. Comme nous le savons, la doctrine de l'éternel retour est présentée par Nietzsche par l'intermédiaire d'une série de personnages, l'âne, le lion, le dernier homme, etc. Personnages qui incarnent les différentes étapes du nihilisme avant la transvaluation de toutes les valeurs, dont Zarathustra lui-même est le protagoniste. Ce qui peut nous intéresser est le processus qui conduit à cette transvaluation, et en particulier les rapports entre ce processus et nous-mêmes, habitants de l'anthropocène et gouvernés par des algorithmes. Ce processus consiste dans un dévoilement progressif de la volonté de puissance, dont nous ne reprenons ici que l'essentiel, afin de comprendre dans quel sens nous sommes arrivés à l'aboutissement de la prophétie de Zarathustra. Chez Nietzsche, toutes les formes du nihilisme dont l'homme a fait expérience, de la forme négative à la forme passive, en passant par le nihilisme réactif de la mort de Dieu, constituent encore une dimension inachevée ou incomplète, car ils n'arrivent pas à la véritable transvaluation ou transmutation. Et cela est vrai aussi pour ce qui concerne le nihilisme bouddhique, même si cette forme de nihilisme, que Nietzsche appelle passive en tant que néant de volonté, semble offrir les conditions des possibilités pour la transvaluation.
Cependant, ce que Nietzsche avait prophétisé, à savoir que l'histoire des 2 prochains siècles serait marquée par l'avènement du nihilisme, semble se concrétiser aujourd'hui dans toutes les tendances entropiques qui entourent l'Anthropocène. Nous sommes arrivés à l'accomplissement du nihilisme passif, mais ce nihilisme ne relève ni du bouddhisme ni du Christ, et ces conditions de possibilité ne sont absolument pas métaphysiques ou liées à quelque forme de transcendance. Nous sommes arrivés à la forme la plus avancée du nihilisme passif en Occident par l'intermédiaire de la mathésis universalis, qui aujourd'hui s'incarne dans la gouvernementalité algorithmique et dans l'industrialisation anthropisante. Il s'agit par là d'un nihilisme passif activement exercé dont les conditions de possibilité sont strictement organologiques. Or, comme anticipé au début de cette conférence, en creusant la phénoménotechnique de Bachelard et la pharmacologie de Bernard, il semble possible de concevoir la technique comme ce qui, à la fois, produit et découvre le nihilisme en tant que discours de l'homme face au néant. Le fait d'être arrivé aujourd'hui au nihilisme passif comme anéantissement de la volonté qui relève de l'anéantissement de ses conditions organologiques signifie donc que cette situation a été produite tout aussi bien que découverte par l'intermédiaire de la technique. Cette situation étant celle du nihilisme passif, où, selon Nietzsche, devient possible la transvaluation des valeurs, le moment semble être venu de découvrir tout aussi bien que de produire les côtés positifs de cette volonté, c'est-à-dire de l'affirmer en affirmant ces conditions organologiques qui seules permettent une transmutation de l'économie industrielle, autrement nihiliste. Cela a été d'ailleurs le pivot implicite du nihilisme, selon Nietzsche, lu par Deleuze, qui nous a fait connaître la volonté de puissance, d'abord selon son ratio conoscendi, à savoir par l'intermédiaire de sa symptomatologie. Or, le but de la pensée affirmative, pour Nietzsche, est de concevoir la volonté de puissance par-delà le bien et le mal, c'est-à-dire au-delà de la forme où nous la connaissons à présent dans notre situation nihiliste, en dépassant donc sa ratio conoscendi pour découvrir sa ratio essendi. Je cite. Ce que nous connaissons de la volonté de puissance est aussi bien douleur et supplice, mais la volonté de puissance est encore la joie inconnue, le bonheur inconnu, le Dieu inconnu. L'autre face de la volonté de puissance, la face inconnue, l'autre qualité de la volonté de puissance, la qualité inconnue, l'affirmation. Et l'affirmation, à son tour, n'est pas seulement une volonté de puissance, une qualité de volonté de puissance. Elle est ratio essendi de la volonté de puissance en général. Elle est ratio essendi de toute la volonté de puissance, donc raison qui expulse les négatifs de cette volonté, comme la négation était ratio cognoscendi de toute la volonté de puissance. Donc raison qui ne manquait pas d'éliminer l'affirmatif de la connaissance de cette volonté. Le nihilisme exprime la qualité du négatif comme ratio cognoscendi de la volonté de puissance, mais il ne s'achève pas sans se transmuer dans la qualité contraire, dans l'affirmation comme ratio essendi de cette même volonté. Fin citation. Comme il advient toujours quand on lit en profondeur les écrits ou les commentaires à propos du nihilisme, de l'éternel retour ou de la volonté de puissance, on est pris par une sorte de vertige et de désorientation. En ce cas, en greffant la technique comme matière inorganique organisée dans le processus du nihilisme et dans la généalogie de la volonté, le vertige n'est plus métaphysique ou moral, mais organologique. Autrement dit, on n'est pas désorienté quant aux lettres ou aux noms de Heidegger, de Sartre, ni au qu'est-ce que ou bien au qu'est-il de la volonté de puissance, je pense à Deleuze. La question du vertige semble être celle du quoi ou du qui détermine le nihilisme et affirme la transvaluation. Si l'on considère que cette transvaluation advient au moment même de l'aboutissement du nihilisme, et si l'on considère aussi que la technique à la fois crée les obstacles et permet de les sauter, en produisant le nihilisme et en découvrant son dernier stade,
Il semble alors que le nihilisme athlétique soit la technique elle-même. C'est d'ailleurs avec la technique de l'écriture littérale que la volonté est devenue négative, et c'est aussi avec la presse et l'industrie que l'homme est devenu réactif, puis passif avec les télétechnologies et finalement presque nul avec les numériques. Mais loin de penser ces processus d'une façon scolastiquement heideggerienne, c'est toujours avec la technique que l'homme peut détourner ces processus. Cette ambivalence de la technique semble être à l'œuvre aussi dans les livres de Nietzsche. Elle épuise les discours de la généalogie de la morale en immanentisant les idéaux ascétiques, tout aussi bien qu'elle actualise ou accomplit la prophétie du dernier stade du nihilisme, comme nous venons de le voir. On peut donc considérer l'épuisement comme entropique, l'épuisement de la généalogie de la morale, comme entropique, tandis que l'aboutissement de ainsi parler Zarathustra est négentropique, ou tout du moins prépare les conditions organologiques pour une pensée de la négentropie. Cependant, on a toutes les raisons de croire que les pivots de la transvaluation, plutôt que la technique toute seule, c'est les rapports entre l'homme et la technique. Pour sauter l'obstacle, on a toujours besoin d'une perche. Cela, c'est la perche d'individuation pour les simondoniennes. Or, si l'on demandait la perche est-elle l'homme ou la technique, il n'y aurait pas de réponse, car la question serait mal posée. Au moins pour ce qui concerne ici parler Zarathustra, qui est un livre de mieux. Il est l'élément ou l'instrument phénoménotechnique qui prophétise et reçoit le nihilisme. Et le contenu de cet instrument, qui est un livre, n'est pas un concept ou un discours statique, dénotatif ou descriptif. C'est plutôt un acte performatif que le lecteur doit faire avec les protagonistes. Zarathustra est ainsi un personnage conceptuel, le personnage qui fait la différence, qui détermine une bifurcation, qui sélectionne parmi les possibles signifiés de l'éternel retour, du nihilisme et de la volonté de puissance. Là est la grandeur de Nietzsche pour Deleuze, la grandeur d'un philosophe si proche de la pensée la plus haute et la plus vivante qu'il est pour cette raison même un grand écrivain, capable de nous faire découvrir la plurivocité du sens par l'intermédiaire de ces personnages. Ce que nous habitants du XXe siècle pouvons ajouter à la pensée de Nietzsche et à la formidable lecture que nous offre Deleuze est la prise de conscience que si le nihilisme doit être compris comme un processus historique qui déclenche une série d'événements, il décrit aussi et précisément un processus de dénouement de la volonté par la grammatisation, d'abord celle de l'écriture littérale, puis de la presse, de l'industrie thermodynamique et enfin du numérique. Pour cette raison, ce changement radical ne peut se réaliser qu'en considérant la volonté comme toujours organologiquement formée, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la coévolution et de la dégradation des organes psychiques, techniques et sociaux. C'est bien ainsi alors que l'événement de l'Anthropocène découvre la ratio cognoscendi de l'organologie de la volonté et en même temps détermine la condition de possibilité organologique de l'accomplissement du nihilisme. À son tour, ce nihilisme, comme condition dans laquelle nous vivons, qui relève de la technique et qui est révélé par la technique, ne peut se considérer véritablement accompli qu'une fois qu'il aura sauté l'obstacle qui l'empêche de se penser. Avec ce saut, il ne s'agit pas d'échapper complètement à l'Anthropocène, mais d'en sortir comme les poissons volants sortent de l'eau, d'une façon éphémère, comme chaque phénomène négentropique, comme la convalescence de Nietzsche, qui lui a permis d'écrire, par exemple, le gai savoir, et qui lui a fait connaître les signifiés les plus profonds de la valeur, comme Canguilhem nous le rappelle dans les normales et les pathologiques. Valere, en latin, signifie être en santé, dans une santé telle que devienne possible d'instituer des valeurs pour sa propre vie, des valeurs vitales. Le nihilisme athlétique peut donc être l'expression de cette forme de santé, laquelle aujourd'hui devrait nous donner la force active pour essayer de sauter l'obstacle causé par un état de choc aussi grand que l'Anthropocène.
à l'obstacle que, comme toujours, l'homme se crée, non pas pour se dépasser, mais peut-être, comme toujours, pour se rendre malade, comme Nietzsche. Une fois sauté l'obstacle, c'est-à-dire sauté lui-même, l'homme qui se compose avec ces niquils de l'humain que la technique à la fois découvre et produit, l'homme pourra peut-être recommencer à promettre, c'est-à-dire à vouloir. Incipit de l'anthropologie, c'est une question, une hypothèse. Merci.